bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents. Donc, je remplace Florent Lebeau qui s'excuse d'être absent aujourd'hui. Et donc nous allons consacrer cette séance avec deux chercheurs imminents, donc Claire de Galambert et Benoît Bastard qui viennent nous présenter leur dernière publication. Donc je laisse la parole à Benoît. Avec plaisir, merci. Donc je vais parler ici de cet ouvrage qui s'appelle « Justice ou précipitation, l'accélération du temps dans les tribunaux », qui est un ouvrage coécrit avec Christian Moina, qui est le directeur du CESDIP, qui est sociologue comme moi, et puis David Delvaux et Frédéric Schoenaerts, qui sont deux chercheurs de l'université de Liège en Belgique. Et donc il s'agit effectivement d'un livre qui introduit une comparaison sur la question du temps judiciaire dans les juridictions en France et en Belgique. Si on doit présenter ce livre et d'où il vient, c'est une recherche qui, il faut le dire, a été financée par la mission de recherche droit et justice. Et le travail part de constats qui viennent de nos travaux antérieurs, des travaux sur le traitement en temps réel des affaires pénales que j'avais fait avec Christian Moina, ou mes propres travaux sur le divorce, le traitement des divorces. Et puis, en arrière-plan de tout ça, on peut dire qu'il y a aussi une vision, une conception de la justice en tant qu'organisation, qui est en remontant encore en arrière, tout un ensemble de travaux, parce que c'est ça qu'il y a de commun entre les auteurs, en tout cas Moina, Schoenaerts, moi. On a tous été à un moment dans la mouvance du Centre de sociologie des organisations, où on avait cherché, avec d'autres chercheurs encore, j'en parlerai, à développer des questionnements sur l'organisation et la justice. Le droit n'est pas seulement, c'est pas seulement la règle et sa mise en application, mais c'est aussi une mise en organisation, d'une certaine manière, qui est extrêmement importante si on veut comprendre ce qu'est en réalité la justice. Et le constat principal sur lequel on s'appuie, c'est l'idée que le temps a entièrement changé de sens dans l'institution judiciaire au cours des 40 dernières années, en gros. La justice avait et a encore, pour beaucoup de gens, l'image d'une institution lente, d'une institution dans laquelle on prend son temps, dans laquelle ça traîne, dans laquelle il y a des délais, des retards, etc. Et dans l'institution judiciaire, traditionnellement, cette lenteur était liée à la nécessité de prendre le temps pour rendre les décisions, de garder la distance entre l'institution et les attentes sociales qui se faisaient jour, les sollicitations qui lui étaient adressées. Bon, c'était comme ça, à tort et à raison, parce qu'on sait aussi que les lenteurs étaient peut-être dues à autre chose. Enfin, quoi qu'il en soit, dans la pratique, la question du temps a maintenant complètement changé, elle s'est inversée, et tout ce qui compte aujourd'hui, peut-être pas pour la totalité de ce que l'institution traite, mais pour une grande partie, c'est de réagir vite, de donner une suite immédiate à tout ce qui arrive à l'institution. Et le travail, les objectifs du travail des magistrats et des membres des juridictions, c'est de rendre la justice la plus efficace, la plus rapide possible. Pourquoi ce renversement ? Sans doute parce que la justice, comme les autres institutions, et peut-être un peu plus lentement que d'autres, a été touchée par l'idée que il faut transformer les rapports entre l'administration et les administrés, et l'administration doit se rapprocher des administrés, l'état du citoyen, et il faut répondre à cette demande, notamment en ayant ce souci de l'efficacité. Et donc on voit la vague de la modernisation et la vague de la managérialisation se manifester dans la justice comme ailleurs. Et c'est ça qui change la notion qu'on a du temps dans la justice. Et plus généralement encore, on peut imaginer que la justice est touchée par
ce mouvement plus général de l'accélération des sociétés dont on trouve une analyse qui nous a beaucoup inspiré dans ce travail chez Hartmut Rosa, le sociologue allemand, qui a publié L'accélération, une critique sociale du temps. C'est paru en France en 2010. Et au fond, chez Rosa, c'est l'idée que tout s'est accéléré dans nos sociétés, que c'est la caractéristique de nos sociétés, cette accélération, que on peut le voir bien sûr dans les transports ou dans les communications, et qu'il y a une idée, et chez Rosa il y a cette idée qu'au fond l'accélération est la caractéristique de nos sociétés, et cela s'exprime notamment dans le fait que celui qui va le plus vite, c'est lui qui gagne, quelque chose de ce genre. Donc il y avait cette idée, et à partir de ces expériences que nous avions de la recherche de l'efficacité en justice, on s'est proposé de mettre au travail, d'illustrer, de mettre à l'épreuve cette notion d'accélération dans les tribunaux. On avait déjà certaines expériences au sujet du temps judiciaire, et moi je me rappelle notamment d'avoir travaillé avec mon collègue du CSO, Werner Ackermann, sur ces questions, où on montrait bien qu'il y avait que le temps judiciaire, c'est un temps composite, qu'il y a les délais légaux, qui sont une chose qui sont là, avec lesquels il faut faire, mais aussi des temps fonctionnels, c'est-à-dire le temps que les professionnels se donnent les uns aux autres pour pouvoir travailler. Et puis, il y a du temps dans la justice qui est du temps stratégique, à quel moment j'accélère, à quel moment je freine, j'attends, je ne fais plus rien, ce genre de temps également. Et puis, il y a des temps morts, ces temps où il ne se passe rien et qui typiquement sont ceux sur lesquels les nouvelles normes du management veulent agir. C'est ça qu'on veut réduire. Pour faire ce travail, on a fait une enquête sur 3 domaines qui nous paraissaient significatifs par rapport à la question du temps. Un moment particulier de décision, la première décision sur les affaires en matière pénale, un contentieux particulier, un contentieux de masse, le divorce, et puis une juridiction, les assises, dont on peut penser aussi qu'elles ont une caractéristique particulière par rapport au temps, notamment, ce serait là le lieu du temps lent. On a travaillé sur 5 tribunaux, 3 en France, 2 en Belgique, en prenant des tribunaux de taille comparable, sauf en France, un très grand, et puis après un gros moyen et un petit moyen dans les deux pays, un dans chaque partie de la Belgique. On a travaillé avec des entretiens, avec des observations, et puis on a fait un gros travail en commun d'analyse pour essayer de profiter d'une certaine manière de la comparaison, soit la comparaison entre les secteurs, soit la comparaison entre les pays, qui a amené à certains moments des déclics où on voit que c'est intéressant de travailler une comparaison internationale pour éprouver ce qu'on a dans chacune des enquêtes. Je vais revenir brièvement sur chacun des 3 secteurs et puis essayer de donner quelques éléments plus généraux. Le pénal d'abord, donc cette première décision sur les affaires, et là on a déjà un contraste entre les pays. En France, on a retrouvé ce qu'on connaissait nous déjà, c'est-à-dire c'est le pénal, c'est le lieu où on peut, enfin la première décision sur les affaires, c'est là où on a vraiment en France cherché à accélérer au maximum la rapidité de réaction judiciaire. C'est la réponse au téléphone, dans laquelle les décisions sont prises par le parquet au téléphone avec la police directement, la création avec différentes procédures de toute une palette de solutions, parce qu'une fois qu'on décide vite sur la direction à donner une affaire, on a aussi des solutions multiples pour traiter. Alors je vous les passe, c'est la comparution immédiate, la composition pénale, le plaidé coupable, l'injonction de soins. Enfin, il y a 10 solutions maintenant, là où il y en avait 3 par le passé. Donc cette recherche de filières que les parquets organisent pour traiter les affaires. On trouve aussi le souci de la performance, ces parquetiers qui sont comme des marathoniens qui décident à toute allure sur les situations qui leur sont présentées, et puis qui, à travers ça, cette rapidité de décision, donc pour décider vite, ils ont des barèmes
la tendance est d'avoir des barèmes pour tout, pour avoir des solutions normalisées en quelque sorte. Et puis, tout ceci exerce une pression très forte sur l'ensemble du tribunal. Donc ça, c'est la situation française qui est assez bien connue et analysée aujourd'hui. Alors, en Belgique, ce qu'on a vu, c'était que on trouve aussi ces discours sur la rapidité. Je ne l'ai pas dit, mais les discours sur la rapidité sont absolument partout, en France comme en Belgique. Alors, en Belgique, les discours sur la rapidité ne se transforment pas dans des solutions pratiques aussi rapides qu'en France. Donc, on dit qu'on a la comparution rapide ou la comparution immédiate, mais ça n'a pas du tout le même sens. Les Belges ont essayé de créer une solution proche de la comparution immédiate au moment où, est-ce qu'il y a des spécialistes du foot ici, au moment où il y a eu l'euro en Belgique, ça doit être en 2010 ou en 2012, comme ils craignaient des manifestations, ils ont voulu instaurer une solution de comparution rapide et puis pour cette situation particulière. Et en réalité, cette chose-là n'a jamais été appliquée. Les professionnels y ont résisté. Il y a finalement eu des décisions qui l'empêchaient. Et donc, aujourd'hui en Belgique, la solution rapide, c'est une convocation des prévenus d'ici quelques semaines après la commission des faits, alors qu'on sait qu'en France, avec la comparution immédiate, une personne est jugée le jour même ou le lendemain. Donc, la rapidité n'a pas le même sens dans les deux pays. Si on y réfléchit, cette différence renvoie à des réalités politiques et professionnelles d'une certaine manière. Si la rapidité a pu s'imposer en France d'une telle manière, c'est que l'État, à partir d'un certain moment, est devenu en mesure d'imposer ces formes de traitement rapide via les parquets, à travers la hiérarchie du parquet, qui a permis de faire ça. Tandis que la résistance en Belgique contre ces formules rapides vient du fait que les professionnels, les magistrats, les juges, l'État n'est pas si puissant. Je ne sais pas comment... Il n'y a pas des Belges ici pour dire comment on caractérise l'État en Belgique. Un État consociatif, moins solide, voilà. Et du coup, les résistances ont pu se manifester de façon plus forte de la part des corps professionnels. Si on prend les questions du divorce, donc on change de secteur, on passe au civil, on voit que la relation est inverse. Ça a été un de ces déclics importants dans la recherche, au moment où on s'est aperçu. On pouvait penser que, l'État étant ce qu'il est en France, on va avoir la même rapidité partout. Pas du tout. D'un seul coup, en Belgique, on s'aperçoit que les Belges ne sont pas si lents partout. On voit, je dis ça en riant bien sûr, il y a une réforme du divorce qui, pour l'humaniser, pour le simplifier, a fait en sorte que le prononcé de la décision puisse se faire de la décision sur le principe du divorce, sur le fait que les gens sont séparés, divorcés, elle se fait à la chaîne. Donc on assistait à des audiences dans lesquelles un juge se contente de vérifier, ne fait que vérifier les délais qui sont présentés. Est-ce que les gens sont séparés depuis tant de temps ou est-ce qu'il présente les caractéristiques suffisantes, et il prononce dans une matinée 50 à 70 divorces à toute allure. Les gens ne sont pas nécessairement présents. Donc un juge enregistreur. Et à cette époque-là, quand on a fait la recherche, maintenant on pourra discuter sur ce qui se passe, mais cette rapidité n'avait pas d'équivalent en France, parce que même si les juges montent très vite, c'est ce que montrent tous les travaux sur les divorces, les nôtres et ceux des collègues, des durées d'audience très brèves, mais le juge prend le temps de recevoir les gens, et ça dure. Alors les collègues du collectif 11 ont mesuré, je crois que c'est entre 8 et... je ne sais plus si c'est 8 ou 18 minutes en moyenne l'audience, c'est-à-dire un temps très bref, mais dans lequel, malgré tout, on reçoit les gens. Donc un peu plus lent. Et puis, les juges pensent qu'ils contrôlent quelque chose à travers ça. On peut discuter ça, peu importe. Et il y a des variations entre les tribunaux. On a des situations extrêmement différentes, on pourra en parler. Mais disons, un temps un peu plus lent dans la rapidité, un temps un peu plus lent en France. Et puis, on s'aperçoit malgré tout que c'est compliqué la question du temps, puisque la rapidité qu'on a observée en Belgique pour le prononcé du divorce, elle ne se retrouve pas après. Parce que les questions relatives aux enfants vont chez un juge des enfants, et les questions relatives au patrimoine sont traitées ailleurs. Autrement dit,
on a de l'accélération, mais on a surtout de la désynchronisation. C'est-à-dire, vous gagnez du temps à un endroit, mais les choses restent compliquées, et même peut-être encore plus compliquées du fait qu'elles sont plus dans un temps synchrone. Et là encore, on peut, nous semble-t-il, rechercher la correspondance avec des paramètres d'ordre professionnel et politique, puisque le souci à l'époque, encore une fois, des magistrats français de maintenir ce temps d'échange avec les conjoints correspondait à l'idée que l'État veut voir ce qui se passe dans les affaires familiales, que l'État veut continuer d'avoir un regard sur ce qui s'y passe, tandis que la formule belge était plutôt celle d'une c'est aux gens de faire, enfin plus de privatisation. On pourra discuter là-dessus, et y compris à la lumière de la réforme récente, dans laquelle en fait le juge disparaît du divorce pour la France. La troisième étude de cas, elle porte sur les assises. Alors, donc les assises, le temps long, on prend le temps d'écouter les témoins, les experts, les prévenus, les victimes. Et effectivement, on trouve ça. Et en même temps, on y trouve une forte pression sur le temps aussi. On observe dans les deux pays, d'abord, la même tendance à vouloir réduire le recours aux assises, qui est une façon essentielle de gagner du temps, et même depuis le 1er mars 2016, il y a une réforme belge, donc qui est postérieure là encore à la recherche, mais qui fait que le recours aux assises n'est plus jamais obligatoire, y compris dans les affaires de meurtre, alors qu'en France, ça reste pour les crimes. Les assises, on peut correctionnaliser beaucoup de choses en France et en Belgique, mais en Belgique, ça devient encore plus facile. Donc, il y a cette idée d'un temps qui est quand même là aussi sous pression. Pour les présidents d'assises qu'on a interviewés, c'est toujours une question de gérer le temps, de limiter l'expression, il faut faire certaines choses aux assises qu'on ne fait pas ailleurs. Mais là encore, on voit le souci à la fois de maintenir un certain temps et en même temps le souci de le comprimer. Au fond, ce qui nous semblait à la fin, c'est que les assises continuent d'offrir l'image d'une justice qui prend son temps, mais en réalité, ce n'est qu'une image aujourd'hui, puisque c'est extrêmement réduit l'ampleur de cette juridiction, et puis que, là encore, à l'intérieur même, on cherche à réduire encore le temps, enfin à tenir en tout cas le temps qu'on y prend, et au fond, ça ne correspond plus. L'image des assises comme juridiction qui prend son temps ne correspond plus à grand-chose par rapport à l'ensemble de l'institution dans laquelle, comme on le montre, on essaye partout de réduire le temps. C'est une vitrine, mais une vitrine d'une justice qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'a plus véritablement comme ça. À partir de ça, on peut faire certains constats généraux. D'abord, le constat que, effectivement, l'accélération est une figure majeure quand on considère aujourd'hui l'activité des tribunaux. L'efficacité est recherchée partout et dans les deux pays concernés, étudiés. Mais en même temps, l'accélération, c'est pas cette vague uniforme, c'est quelque chose de plus compliqué. Un point essentiel pour moi, c'est l'idée que l'accélération de l'activité judiciaire correspond à des raisons différentes. Pour moi, c'est un des apports intéressant du travail. On peut vouloir accélérer les affaires pour des raisons d'ordre public. C'est ce qui se passe au pénal. Et là, l'accélération, elle est liée à une logique d'ordre de répression. C'est, dans ce système, on considère qu'aller vite, être réactif, c'est qu'il faut répondre tout de suite aux infractions, qu'il faut rapprocher le moment de la sanction avec le moment où une infraction est commise, et qu'il faut pour ça prendre des décisions très rapidement, quel que soit en fait le résultat de ces décisions, quelle que soit l'effectivité et l'impact de ces décisions, il faut que ça se fasse vite, tout de suite, sans beaucoup réfléchir à l'impact futur. Donc ça, c'est une accélération avec une idée qui vient du centre. Mais l'intéressant, c'est qu'on peut aussi accélérer l'activité judiciaire en
s'appuyant sur une logique inverse, une logique de privatisation. Et ça, c'est ce qui se passe en matière civile, en matière de divorce, c'est particulièrement voyant. Et là, la recherche de la vitesse est justifiée par le souci de répondre aux attentes des justiciables. On dit qu'ils souhaiteraient des réponses rapides à leurs demandes. Et c'est comme ça que se met en place un système dans lequel, bon, on dit le juge a décidé que, en réalité, c'est les parties qui ont décidé, et ça s'est passé ailleurs que dans l'arène judiciaire, mais au fond, ça permet aussi d'aller vite. Autrement dit, l'accélération, dans son ensemble, c'est la combinaison de deux formes d'association, de logiques d'ordre différents. C'est toujours la managérialisation, mais c'est la managérialisation et la logique répressive en matière pénale, et la managérialisation et la privatisation en matière civile. Autrement dit, on a des combinaisons de logiques qui permettent de rendre compte de ce mouvement qui apparaît un mouvement d'ensemble. Au bout de l'affaire, d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les raisons invoquées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce que l'on voit à travers ce travail, c'est à quel point la vitesse s'impose dans l'ensemble des activités de la justice. Au fond, ce qui nous frappe, c'est que la qualité, on nous parle de la qualité de la justice, on en parle beaucoup, mais en réalité, la qualité n'importe pas beaucoup, ou plutôt, il nous semble qu'une seule dimension de la qualité est dominante, c'est la vitesse. Au fond, peu importe la décision pénale, l'orientation pénale des affaires, et on sait qu'elle est très importante ensuite, mais au fond, l'important, c'est de pouvoir dire qu'on a fait quelque chose tout de suite, quoi que ce soit. Et peu importe, d'une certaine manière, ces décisions civiles qui sont prises parce que les gens les ont voulues et prises, l'important, c'est qu'on puisse dire que le rôle civil diminue. L'accélération permet en quelque sorte... la revendication de la vitesse permet d'éviter de questionner le système de production des décisions dans son ensemble. On a un système qui est relativement indifférent à l'égard de la qualité du travail. On voit pas bien, il n'y a pas beaucoup de systèmes d'évaluation de la qualité du travail, ni de l'impact des décisions rendues. Ce qui importe, c'est d'aller vite. Au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est que ce qui est de plus en plus souvent évacué à travers ces systèmes de décision, c'est le débat judiciaire. L'important, c'est d'aller vite. L'important, c'est que les décisions soient prises et qu'on puisse le montrer. Et le débat judiciaire, dans tous ces systèmes de décision rapide au pénal, et aussi au civil, pour d'autres raisons, disparaît. Au pénal, c'est tout le pouvoir au parquet, et les parties n'ont pas grand-chose à dire. Au civil, c'est tout le pouvoir aux parties, et le juge, finalement, ne fait que entériner leurs décisions. Mais dans les deux cas, ce qui importe, c'est de diminuer la place du débat, parce que comme ça, la justice peut aller plus vite. Je caricature un peu, mais à peine. Or, pour nous, ce qui est important, c'est que la question du temps dans la justice devrait être débattue en liant les questions de gestion, parce que c'est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas les éluder, et la discussion sur les finalités de l'intervention. Et bien sûr, il y a toujours ce souci. On nous dit il faut... Et c'est vrai, on peut le penser. Il y a un intérêt à recentrer l'activité de justice sur les secteurs dans lesquels il y a un véritable apport des juges, et si on veut pouvoir redonner, là où c'est nécessaire, une place au débat judiciaire qu'on tend aujourd'hui à amoindrir. Alors c'est peut-être dans ce sens-là qu'est allée la réforme récente du divorce, mais il faudra l'éprouver dans le futur. Voilà, c'est tout pour la présentation de cet ouvrage ce matin. Moi, j'avais juste une remarque pour rebondir sur l'actualité. Entre l'affaire Fillon qui a agité les médias, là, il y avait une des remarques, alors je ne pourrais plus resituer, c'est quelque chose que j'ai entendu dans un débat à la radio, où il disait qu'il y avait donc la création d'un parquet
Oui, et qui donc prenait des décisions, mettait en enfin, je sais pas si c'est le bon terme, parce que je ne suis pas du tout, mais qui réagissait dès que maintenant il y a une annonce corruption, il réagissait extrêmement vite, parce que par exemple là, le cas de Fillon, c'est sorti dans la presse, et dès le lendemain, le parquet était saisi. Et ça fait partie de l'accélération. C'est suite à l'affaire du ministre. Là, je crois pas que c'est Cahuzac. Cahuzac. C'est un exemple de l'accélération. Merci bien de poser cette question. Je ne crois pas que ce soit une bonne orientation que de se mettre à discuter la part des juges dans les affaires actuelles, bien qu'effectivement la question de la vitesse de réaction soit une vraie question. Il y a un autre événement qui est arrivé et qui était du même ordre, c'est la claque à... Qui est-ce qui a reçu une claque? Manuel Valls. Oui. Manuel Valls a reçu une claque et le lendemain, et il y avait des explications dans les journaux, le lendemain, le type qui lui avait donné une claque était condamné. Autrement dit, on avait là-dessus une réaction, et il y avait besoin d'explications, parce que les gens pensent toujours que la justice est lente, et comment se faisait-il que ce type avait déjà le lendemain, je ne sais plus à quoi il avait été condamné, peu importe, mais ça avait été fait tout de suite dans la foulée, immédiatement. Or, c'est ça, beaucoup de la justice fonctionne de cette manière-là. Peut-être sur l'autre aspect de la question, peut-être d'autres gens veulent réagir. Alors oui, moi je vais poser une question peut-être sur la... Il me semble qu'il y a 3 niveaux que tu as abordés dans ta présentation, qui concernent donc l'accélération et la façon dont elle est mise en œuvre, en quelque sorte, dans la justice. Il y a le niveau du droit. Bon, et puis je reviens après sur ma question. Oui. Niveau du droit, le niveau de l'organisation judiciaire elle-même, et puis, je dirais, le niveau de l'État, et notamment qui vous conduit à souligner des différences entre la Belgique et la France. Et la question que je voulais poser, c'est est-ce que vous avez travaillé ces différents niveaux spécifiquement, quoi? C'est-à-dire comment la volonté d'accélération se traduit dans des règles de droit ou des règles de procédure, comment elle se traduit éventuellement par, je suppose, des circulaires des ministères de la justice concernés sur l'organisation judiciaire et une volonté de rationalisation de l'organisation judiciaire. Et puis le niveau proprement de l'État, et qui tend, si j'ai bien compris ce que tu as dit en conclusion, qui tend en quelque sorte à banaliser la justice comme institution par rapport à d'autres institutions publiques et en faire une agence publique comme les autres, et plus un espace de délibération qui est un de ces grands attributs de spécificité. Voilà un petit peu. Oui, c'est vrai que l'accélération, elle s'observe aux différents niveaux. Le droit, on n'aurait pas le traitement en temps réel des affaires pénales si on n'avait pas créé en même temps que des dispositifs pratiques, des filières, de comparution immédiate, etc. Donc il y a cette idée d'aller vite. En matière de divorce, avant la réforme récente, on avait déjà réduit les choses. Il n'y avait plus besoin que d'une seule comparaison. Avant, il fallait 2 comparutions, et pour le divorce par consentement mutuel, 2 comparutions à 6 mois d'intervalle. Hop, on a supprimé la 2e comparution. Donc, on joue sur le droit pour réduire la vitesse. Après, on joue sur l'organisation de toutes sortes de manières. En créant ces filières de traitement, en spécialisant des magistrats. Il y a par exemple, le traitement en temps réel, tu as des systèmes dans lesquels presque tout le parquet, à un certain moment, était au téléphone, avec certains qui faisaient les affaires du jour et d'autres les affaires un peu... Enfin, toutes sortes de systèmes organisationnels qui visent à faire ça. Des choses d'ordre pratique, genre un délibéré à 2 mois qui dépasse, le juge dépasse la date du délibéré, il y a un point rouge dans les statistiques du ministère. Il y a les normes de pratique également. Les magistrats au civil sont censés faire en moyenne 40 décisions, donc 40 jugements, 40 décisions chaque mois, et en matière de divorce, ils sont à 80. Donc ils comparent. Enfin, tout ça fait partie. Donc c'est bien pour dire, dans ton sens, que tout est mis en œuvre de différentes manières, et même, je pense aussi que
la mobilisation des personnes fait partie aussi de ça, les magistrats qui travaillent beaucoup. Ça veut dire qu'il peut y avoir, sur ce niveau de l'organisation judiciaire, des variations suivant les juridictions, en fonction des stratégies des chefs de juridiction. Bien sûr. Bien sûr, et ce qui est intéressant, c'est de montrer que par rapport à il y a 20 ou 30 ans, on avait déjà fait des travaux sur la gestion des tribunaux, on voit qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, sont plus diffusées. En particulier, ces affaires pénales, le traitement temps réel, a été diffusé avec des procureurs en mission dans tous les tribunaux, y compris les plus petits, au début des années 2000. Avec donc une recherche d'uniformisation. Il y a vraiment, oui, vraiment. Ils ont voulu, et le ministère a eu la capacité, ce qui paraissait difficile avant, d'imposer des manières de travailler identiques dans toutes les juridictions. Et en même temps, quand on y regarde de près, il y a les recherches des collègues, d'années, etc., qui montrent que il reste des variations, c'est-à-dire que dans un lieu, on va privilégier telle procédure rapide et dans un autre, telle autre. Donc il y a encore, c'est curieux pour nous, c'est à la fois on peut reconnaître qu'il y a une vague d'organisation qui se répand et en même temps, il y a l'aspect patchwork reste encore assez apparent, il y a deux choses. Et puis il y a le dernier volet, c'est sur l'État, qui est, bien sûr, l'État... quand on parle d'administration, veut traiter la justice comme une administration, comme les autres, et y appliquer le même... Exactement. Et puis en même temps, dans le livre, il y a cette autre dimension qui est qu'est-ce que l'État en tant que... J'ai du mal à l'exprimer, mais ces juges, pourquoi ces juges civils, par exemple en France, voulaient à tout prix conserver la maîtrise du divorce? Ils sont toujours opposés et donc, c'est l'idée à la déjudiciarisation. De même que les procureurs se sont institués au pénal comme ceux qui veulent conserver un certain ordre. C'est eux qui sont passés à l'idée de « il faut répondre à tout et vite ». Donc, il y a des magistrats ici, collectivement, qui endossent quelque chose, alors je ne sais pas si c'est l'État, mais l'idée d'une justice qui devrait être identique, contrôleuse, également répartie sur les territoires. Et on ne trouve pas tout à fait ça en Belgique. Il y a une différence. Et puis en même temps, cet État-là en France, quand on voit la réforme du divorce, là, il s'est fait... il s'est fait remettre en cause, pour ne pas dire plus. Donc, dans lequel, au fond, on dit aux juges, non, vous n'allez plus tout voir dans les familles. Moi, ce que je trouve une très bonne idée. Après, on peut discuter comment on le fait, mais il y a cet aspect de privatisation qui entre en jeu ici et qui transforme, je pense, d'une certaine manière, le rapport de la justice à la société. Tu emploies le mot management et en même temps tu ne nous expliques pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'on est dans un management par objectif avec des indicateurs? Tu as l'air de dire qu'il faut faire du chiffre, il faut faire régler tant d'affaires, etc. Est-ce que c'est aussi, aussi simpliste que je le dis, ou est-ce que qu'est-ce qu'il y a derrière le mot management avec la question des objectifs? Parce que dans les objectifs, tu peux avoir des objectifs de qualité, pas uniquement des objectifs en termes de chiffres au départ. Je lis un truc, une citation d'un substitut. On a des directives de politique pénale, faire un maximum de comparutions immédiates et faire un maximum de choses pendant le temps de la garde à vue. Ces directives sont corrélées à un système de grilles dans lesquelles le renouvellement des postes de magistrats est lié au pourcentage de comparutions immédiates. Ouais, donc c'est quand même une chose qui montre à quel point, c'est comme dans la police, à certains moments, il y a des objectifs chiffrés. Il y a même les magistrats, même plus haut niveau, alors je ne sais pas ce qu'on en fait en réalité, mais apparemment il y a des objectifs qui sont chiffrés. C'est la tyrannie du nombre, comme dirait Suppiot. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a, je vais employer un mot, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des sortes de contrats de performance qui sont faits entre le ministère et des tribunaux? Ah oui. Oui, c'est-à-dire est-ce qu'il y a est-ce que le droit intervient? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des conventions qui sont faites entre l'administration et sur lesquelles s'engage? C'est ça que je voudrais savoir. Est-ce que c'est formalisé jusque-là ou est-ce que c'est pas ça? J'avoue de ne pas savoir répondre entièrement à la question. Je sais qu'il y a des normes. Je sais que ces normes ont un impact sur la gestion du personnel. C'est-à-dire, et quelquefois, quand ça
plus ça marche mal et plus on va te retirer du personnel, ce qui est une catastrophe. Et puis il y a des attentes ici, par exemple, sur les comparutions immédiates. Est-ce que c'est... Dans la justice, beaucoup de choses restent peu formalisées. Par exemple, cette affaire le traitement, ce qu'on appelle le traitement en temps réel, qui est une manière de traiter les affaires. Le dispositif, au départ, c'est la réponse au téléphone directement avec Ceci n'a jamais fait l'objet d'un débat. C'est pas dans le droit. C'est de l'infra-légal. C'est-à-dire, c'est des dispositifs de travail qui... alors, il n'y a pas de circulaire, il n'y a pas d'arrêté là-dessus. Au début des années 2000, le ministère de la Justice a publié des espèces de mémentos. Voilà comment il faut s'organiser en matière pénale pour le traitement des affaires. Et c'est tout. Après, on y ajoute des procédures, il y a des aspects légaux, mais les choses c'est de l'organisation judiciaire. Je ne sais pas s'il y a des contrats sur ces affaires. Oui, et la question qui va avec, c'est si tu ne rentres pas, si tu ne remplis pas les objectifs, tu ne rentres pas dans les indicateurs, est-ce que ça a des conséquences sur la carrière? Parce qu'en fait, c'est ça qui vient derrière. On peut discuter ça, et il y a une thèse excellente sur la carrière des procureurs qui montre, son auteur, mais le nom de son auteur m'échappe, mais je peux vous le redonner, qui montre qu'au début des années 2000, le ministère de la Justice a voulu développer ces systèmes de réponse rapide et la comparution immédiate, et qu'il a trouvé des jeunes procureurs qui ont accepté, c'était comme ça, d'aller dans les tribunaux où personne n'a envie d'aller, Hasbrook, l'Est, etc., des petits tribunaux là-bas, avec comme contrepartie l'idée d'un retour après un certain temps et d'une carrière rapide. C'était démontré que cette thèse est intéressante parce qu'elle fait le rapport entre la carrière des procureurs et l'accroissement de la proportion des comparutions immédiates dans des petits tribunaux où peut-être la comparution immédiate ne s'imposait pas tellement comme un moyen. Enfin, l'urgence n'avait peut-être pas cette importance, mais où on voulait que le même type de travail soit réalisé. Juste pour répondre sur cette question. Bien évidemment, il y a la question de la productivité, de l'affichage aussi de cette productivité avec des objectifs chiffrés. Hein. Donc il peut y avoir aussi des aspects communication. Après, il y a des aspects productivité. Est-ce qu'on peut penser les acteurs dans les systèmes judiciaires comme, disons, les employés dans une entreprise? Bien évidemment, il pourrait y avoir une tentation de transformer l'organisation dans une forme d'entreprise. On le voit pour les hôpitaux, on le voit pour différents services publics. Maintenant, la question que je pose, peut-être il y a aussi une autre approche qui est plutôt néo-institutionnaliste, c'est-à-dire la réduction des coûts de transaction. Donc, il y a peut-être moyen de penser une bureaucratie plus légère, de réduire certains coûts. Quand tu disais, pour les aspects civils, on laisse plutôt aux parties, hein, et après les juges tout simplement enregistrent. Et par contre, dans les pénales, la situation est inversée. Peut-être il y a des transformations, une évolution qui correspond à une réduction des coûts de transaction dans l'organisation. Du point de vue institutionnaliste, on est institutionnaliste. Sur le premier point, c'est vrai que dans le cas de la justice, ce sont les magistrats qui restent en charge de l'organisation. Et qu'il y a... j'ai le sentiment que le fait qu'ils gèrent eux-mêmes fait qu'ils sont enclins à s'exploiter assez bien eux-mêmes. Je pense par exemple à des services au civil dans lesquels d'un seul coup, il y a des retards qui sont liés à des absences, etc. Et d'un seul coup, mobilisation générale, on décide et les gens vont travailler plus, ils vont s'organiser, ils vont se mobiliser eux-mêmes. Les magistrats, pour ça, ils ont une assez grande capacité. Sur la réduction des coûts de transaction, je ne sais pas répondre parce que je n'ai pas ce vocabulaire-là, mais c'est vrai que en jouant soit sur ces systèmes rapides au pénal, soit sur la volonté des gens au civil, on arrive à faire que ça marche. C'est-à-dire, les choses ont quand même ces deux facettes. On peut pas avoir un jugement, on peut avoir le jugement critique en disant, bon, c'est ce qui ressort là beaucoup, on va trop vite,
est-ce que c'est encore de la justice quand il y a si peu de débats? Mais on peut aussi dire, le système de justice fonctionne, il répond aux sollicitations qui lui sont faites. Au départ, ces affaires de traitement en temps réel, c'était ça, c'était les armoires sont pleines d'affaires, elles vont rester là, il n'y aura pas de réponse. Et c'est très mauvais pour la crédibilité de la justice. Donc ils se sont mobilisés pour faire en sorte que les affaires sortent. Donc c'est à deux faces. Tu as accès à des statistiques dans les différents pays sur la durée des procès, sur la durée dans les civils, dans les pénals. Oui. Est-ce qu'il y a aussi une vision dynamique? C'est-à-dire comment tout cela évolue au fil du temps? Est-ce qu'il y a une réduction, une augmentation? L'Europe fait ça, c'est pêche, mais les statistiques, on ne sait pas très bien. Ce qui ressort pour le système français, c'est quand même qu'il traite à peu près toujours la même chose depuis longtemps, mais avec des modalités qui varient. C'est-à-dire, on produit autant, mais on produit plus de ces décisions automatiques, de ces décisions vite prises. Et c'est peut-être pas une mauvaise solution. La seule chose, c'est qu'à certains moments, on s'interroge sur la qualité, comment est-ce que ces décisions sont prises, etc. Bien sûr, si dans la composition pénale, on dit aux gens, eh bien, vous avez fait une infraction, c'est très grave, on pourrait vous punir comme ça. Mais aujourd'hui, dans sa grande candeur, le parquet décide qu'on peut vous punir que la moitié à condition que vous payiez tout de suite, etc. Les gens sont très contents. Donc, et il y a une solution qui a été donnée à une affaire. Donc, effectivement, on ne peut pas avoir un jugement simple. Surtout, si je peux me permettre, là, il y a aussi ce que tu évoques très bien dans ta présentation dans le bouquin, c'est-à-dire il y a les statuts différents du parquet, des magistrats du parquet et du siège, qui fait qu'ils ont un rapport à l'incitation qui est de nature différente. Hein. Et puis il y a le type les branches du droit, enfin le droit pénal, le droit civil, le droit commercial, je suppose aussi, où il doit y avoir encore d'autres... Ah oui, bien sûr. C'est vrai qu'on n'évoque pas trop des domaines où... Non, bien sûr. Et juste sur ce point, c'est au fond, on peut critiquer, pas mal de gens critiquent, par exemple les présidents de correctionnels détestent qu'on leur ramène des affaires en cours de route, ils sont scandalisés qu'on leur fasse faire ça, etc. Mais en fait, tout le monde profite aussi de ces systèmes rapides. Par exemple, pour gérer le personnel d'une façon des greffiers, ils font 35 heures, ils ne peuvent pas en faire... Enfin, quand on leur dit ça, ils sont scandalisés. Mais la réalité, c'est qu'il y a moins d'audiences qui se terminent à 2 heures du matin. Avant, il y avait cette idée que la justice, elle pouvait... Il n'y avait pas de limite. Maintenant, c'est cadré comme une administration, comme les autres aussi. Alors moi, j'avais 2 questions. Je voulais savoir, on dit que tout est accéléré, mais est-ce que vraiment tout est accéléré? Non. Ou est-ce qu'il n'y a pas des choses qui restent lentes? Et comment on peut... après, il y aura quelque chose sur les prisons, mais c'est vrai qu'on entend aussi qu'il y a des personnes qui restent 4 ans en préventive ou ce genre de choses. Donc on garde encore l'image d'une justice qui peut être lente, en tout cas. Donc comment est-ce que ça s'intègre par rapport à ça? Et la deuxième question, mais ça rejoint des questions qui ont été posées sur le management et le sens de la managérialisation. Voilà. Alors moi, j'avais un autre modèle en tête qui était le management par les dispositifs, on dit quelquefois aussi. Où, hier, j'ai assisté à... Il y avait un concours d'éloquence. Alors là aussi, c'est la rapidité. Il faut faire les choses vite et tout. Dans mon université. Et... un des sujets, c'était sur le mariage, et il disait qu'il y avait des divorces en ligne, et maintenant on a des formats tout faits. Alors, divorce simple, 500 €, divorce avec un des enfants, 700 €, divorce avec enfant plus immobilier, 900 €, et il suffit de cliquer et c'est réglé en ligne. Donc là, voilà. Alors là, c'est une déshumanisation et automatique, effectivement. Ou en tout cas, on nous promet, je ne sais pas comment ça marche en réalité, hein, parce que c'est une source quand même très incertaine, mais on nous promet quelque chose qui finalement me paraît, par des dispositifs et peut-être très déshumanisé aussi. Donc est-ce que, c'est une interprétation qu'on peut donner? Sur la lenteur, bien sûr, on a choisi des domaines où la vitesse est manifeste, mais ça concerne pas mal de... Ça concerne les contentieux de masse, en fait, hein, le petit pénal, les affaires de divorce au civil, les affaires familiales, c'est la moitié du contentieux civil des tribunaux, donc c'est considérable. Et c'est vrai que dans la justice, il reste des endroits très, très lents.
la justice de proximité, peut-être il faut 1 année pour avoir une audience. Il y a des prud'hommes, je ne suis pas sûr que ça aille très vite non plus. Mais il y a partout quand même l'incitation à aller vite. Et les statistiques montrent que, par exemple, l'appel n'est plus si long. Les délais d'appel ont été raccourcis sous l'incitation de l'Europe. Il y a des décrets qui ont raccourci les temps. Et alors, les dispositifs, maintenant, s'adjoignent à ça la numérisation. L'appel se fait... tous les appels aujourd'hui, normalement, passent par des dispositifs numériques. Pour nous, les chercheurs, moi, c'est une des questions que je trouve intéressante aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la numérisation fait à la justice? Au-delà du numérique, est-ce que l'intelligence artificielle, dans les années à venir, va jouer un rôle? Il y a les deux choses. Donc, pour l'instant, on est dans le numérique, c'est-à-dire toutes les communications entre les avocats et les juridictions passent ou vont passer par des dispositifs numériques. On envoie ces conclusions en PDF. Et ça y est, c'est fait, ça marche. Alors, avec des effets dont on dit, oui, les avocats disent c'est génial, il n'y a plus besoin d'envoyer les gens au palais, etc. Moi, je discute ça en disant, il y a une table ronde là-dessus aux assises on peut le voir sur Internet, du droit et de la justice, aux assises sur la recherche. Et on ne sait pas bien ce que ça va faire, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, dans la recherche, on sait bien que d'être passé à des dispositifs numériques pour soumissionner des choses, etc., ça change quand même des choses. Il faut que vous soyez là dans les délais, il faut remplir les trucs dans les cases, etc. Pareil pour la justice. Donc, qu'est-ce que ça va faire? On ne sait pas. Ça fait, par exemple, qu'il y a moins d'avocats au palais de justice. Les audiences de mise en état, donc celles dans lesquelles on passe en revue l'état des affaires, dans un tribunal, le président convoquait tous les avocats et on passait la matinée à discuter des affaires civiles, où est-ce qu'on en est. Les gens se voyaient. Aujourd'hui, ils font ça dans leur bureau ou dans une salle d'audience avec un ordinateur, mais il n'y a plus d'avocats, sauf s'il y a un incident ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a plus d'avocats, où ils le font chez eux. Voilà. Donc il y a cet aspect de transformation des relations à l'intérieur des palais de justice. Et puis il y a l'aspect c'est de la justice écrite. De plus en plus, l'oralité, le débat aussi, plus on numérise, et plus le débat, il disparaît. Après, il y a la question que vous posez, c'est-à-dire, il y a le fantasme aujourd'hui de, comment on appelle ça, la justice prédictive. C'est-à-dire, on va avoir big data, on va mettre dedans toutes les décisions de toutes les juridictions et on vous dira s'il faut faire un procès ou s'il ne faut pas en faire, ou quel va être le résultat de votre procès. Bon, moi, j'entends ça, je sais que ces choses arrivent, mais dire ce que ça va produire, on ne peut pas le savoir. Bien sûr, la question du divorce, aujourd'hui, donc, oui, j'avais fait faire un devis pour mon divorce sur Internet juste avant la réforme, et maintenant, c'est encore, vous pouvez faire ça, essayez, vous verrez, vous tapez votre adresse sur un logiciel et on vous envoie un devis. Et aujourd'hui, que le divorce a changé, il faut 2 avocats et un notaire, il n'y a plus de juge, donc vous écrivez à un cabinet d'avocats qui vous renvoie un devis dans lequel il propose le 2e avocat, en réalité. Il a le premier et il vous propose le 2e, c'est tout fait et ça vous coûte 365 € à peu près. Voilà. Ce qui est plus cher peut-être que ce qu'on pouvait avoir, j'en sais rien, peu importe. Mais donc ça va modifier aussi les choses. Et dans cette réforme qui passe par le notaire, ça reste un jugement de divorce ou ça devient un contrat? Les professeurs de droit, mais je n'en suis pas un, disent que d'être passé à ça, c'est la fin du mariage. Donc c'est tout. Voilà. On traite le mariage comme un contrat. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pas un contrat. Ça change peut-être la nature du mariage, puisque si on peut le dissoudre par un acte d'avocat chez un notaire, c'est que le mariage n'est plus ce qu'il était. Bon. Mais c'est fait, c'est pas... C'est que, bon, encore en France, ça pose peut-être pas trop de problème que ce soit contrat et pas jugement, mais si, par exemple, tu as un divorce avec une personne étrangère, ça peut poser des... Oui, mais tout ceci a été prévu dans un 49.3, et donc tout ceci n'a pas été prévu, donc on verra plus tard. Voilà. On sait pas. J'aurais une demande de prolongement vis-à-vis du résultat de l'ouvrage selon lequel la revendication de la vitesse permet d'éviter de questionner la production des décisions.
Bref, autour de l'idée que la vitesse serait devenue un bien en soi dans la justice. Et ma question, elle porte précisément sur le traitement en temps réel des affaires pénales, où donc la décision porte sur le type de procédure que le procureur décide d'enclencher lorsqu'il est informé d'un délit, d'une situation problématique. Et je me demandais donc ce que deviendrait ce résultat si on se dotait à travers une méthodologie d'enquête d'une vision du dispositif judiciaire qui englobe à la fois le TTR, où on choisit la procédure, et les instances où on juge sur le fond. Et donc je voulais savoir si cette vitesse était donc toujours dans ces instances de jugement de fond, un bien en soi, ou s'il y avait des formes de garde-fous, par exemple, lorsque un tribunal se dessaisit d'une affaire en disant que non, il n'est pas compétent ici. Et si oui, est-ce que vous avez observé par les entretiens que vous avez faits avec les procureurs des formes d'effets que pouvaient avoir sur leur pratique cet horizon de la requalification pénale des affaires, où certains diraient par exemple il faut prendre son temps malgré tout pour ne pas être désavoué par la suite par la décision que le tribunal prendra éventuellement s'il se dessaisit, ou si alors non, il y a une démarcation très claire entre le travail vis-à-vis de la procédure pour lequel ils n'ont jamais de retour de la part des instances qui se réunissent par la suite. Oui, donc les parquetiers parlent avec les officiers de police judiciaire au téléphone, et l'officier de police judiciaire décrit une situation et le magistrat du parquet donne une solution. Donc là, il y a toute cette gradation dans laquelle vous l'amenez au palais de justice, c'est déferment, et il va passer en comparution immédiate aujourd'hui, demain. Ou vous ne l'amenez pas au palais de justice, vous lui donnez une convocation immédiate, une convocation tout de suite pour une audience qui sera dans 3 jours, 6 jours, 1 mois. Ou bien vous lui proposez telle ou telle autre formule. Bon, voilà. Ce qu'on sait, ce qu'ils disent, mais pour lequel on n'a pas fait le travail empirique pour le vérifier, c'est que ceci a un effet c'est des filières de traitement. Et qu'une fois qu'on est dans une filière de traitement, on en sort difficilement. Hein, c'est-à-dire qu'il y a dans la première décision, c'est très important de le voir, il y a un préjugement en réalité. Donc, parce que si on décide d'une comparution immédiate, c'est que le parquetier considère que cette affaire vaut une peine de prison. C'est quelque chose de ce genre. En réalité, c'est pas toujours ça, mais il y a quand même cette espèce il y a une projection, c'est un jugement qui dit, et il ne faut pas se tromper, évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait au moment où il faudrait pouvoir avoir, c'est ce que tu dis, des solutions pour revenir en arrière. Mais il arrive quand même que les affaires arrivent en comparution immédiate devant le juge de la correctionnelle et qui trouve le dossier vide. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Est-ce qu'il déjuge les collègues? Donc c'est toute la question. Et on pense qu'il ne les déjuge pas en totalité. Il ne peut pas, d'une certaine manière. Et il y a forcément des bugs qui se produisent. Peut-être pas beaucoup, peut-être pas énormément, mais ce sont des choses qui arrivent. Et ce qui ressort de ça, au fond, c'est aujourd'hui, les parquetiers sont devenus le moteur de la justice pénale. C'est eux qui créent le mouvement, et ils exercent une pression sur le tribunal à travers leur activité. Ils exercent une pression forte sur les juridictions pénales. Par exemple, ça aboutit à ce que les juridictions ont un agenda, et on veut y rajouter 3 comparutions immédiates dans l'après-midi à un moment où le tribunal est déjà en retard, et on va renvoyer des affaires qui étaient là prêtes depuis longtemps, avec des gens qui ne sont pas forcément détenus, mais qui quand même, ils sont là pour... voilà, et on va dire, ah ben non, ça, on renvoie à 1 mois, 2 mois, enfin, parce qu'il faut faire l'urgence. Voilà. Bon, ça ne répond pas entièrement à ta question, mais il y a quand même cette idée qu'il y a des filières, il y a des pressions, il y a... Voilà. Non, ce que je comprends, c'est du coup, c'est rare, c'est pas quelque chose de fréquent où les décisions prises au TTR sont remises en cause par l'instance de C'est jugement. difficile parce que c'est le sentier de dépendance, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, et attention, le sentier de dépendance, il vient de plus loin en arrière. C'est la police qui a fait une description d'une situation à un parquetier, et le parquetier a suivi la police, et maintenant ça va devant un 3e acteur. Est-ce qu'il va
déjuger ce qui a été fait par tout le monde avant. Et ça, c'est extrêmement important. C'est Moinin surtout qui insiste là-dessus, sur le fait que c'est pas seulement la dépendance par rapport à la décision prise au parquet, c'est toute une filière de travail qui a orienté les choses. Or, on sait que il peut y avoir des bugs. J'en raconte un très simple. C'est un jeune parquetier, c'est la première fois qu'il est en permanence, et le policier au téléphone lui dit, ben voilà, c'est une situation grave, ce monsieur, on l'a là, c'est des affaires de chèques, de frauduleux, des affaires réitérées, c'est pas la première fois, on l'a, etc. Il faut le faire passer en comparution immédiate. Le parquetier dit oui, c'est un dimanche, bien sûr, donc ou un samedi, enfin c'est toujours comme ça, il est tout seul, il dit oui, il y arrive, et le type arrive, il est en fauteuil roulant et il a un bras dans le plâtre. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va aller mettre en prison un type qui est en fauteuil, parce que c'est quand même pour éviter que les gens s'échappent, ou je sais pas, un type qui est en fauteuil roulant avec un bras. Et le policier n'a pas décrit la situation de ce type au téléphone, donc il a passé sous silence un des éléments de la situation parce qu'il veut obtenir sa décision. Et bon, ça rend le truc. Donc là, il y a un moyen de l'arrêter tout de suite. Parce qu'on dit bon, ça va, on fait autrement. Mais c'est un peu cette idée qu'il y a des pressions successives dans le système. Je parle trop. Non, je voudrais juste... C'est à Stéphanie. Juste une question. Depuis tout à l'heure, on n'a pas du tout parlé des victimes. Tu as dit l'accélération, la justification, c'est pour des raisons d'ordre public, la répression, ou tu as dit souci de répondre aux attentes des justiciables. Est-ce que dans toute cette question de l'accélération, il n'y a vraiment pas la victime, ou l'idée qu'il faut répondre aux victimes? C'est essentiel, oui. C'est avec ça qu'on a justifié le passage à la rapidité. Bien sûr, c'est une chose dans les armoires avec des gens qui ne... Voilà. Et en même temps, tu sais que les choses sont à plusieurs sens. Là aussi, je vais vous raconter une histoire. Est-ce que c'est bien pour les victimes qu'on aille vite? Est-ce que c'est bien qu'on aille très vite? Tu vois, c'est bien qu'elles aient des réponses, mais quand on va trop vite, est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi? Bon, c'est dans un palais de justice, ou un des tribunaux où on a travaillé. L'histoire, c'est un samedi soir, un jeune homme est tué à la sortie d'une boîte de nuit par un chauffard en état d'ébriété. Le procureur propose que le type soit jugé en comparution immédiate le lundi ou le mardi. Et alors, les autres, celui qui m'en a parlé, m'a dit « Mais je me suis opposé à ça, on s'est violemment opposé à ça. Quel sens ça a pour les parents du jeune homme qu'on condamne l'auteur tout de suite? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un peu de temps? D'abord, il faut qu'ils aillent enterrer leur fils, et après, c'est eux les victimes. Enfin, ils sont aussi victimes d'une certaine manière. Est-ce qu'il ne faut pas du temps pour les victimes? C'est un exemple extrême, et ils ne l'ont pas fait finalement. C'est un exemple extrême, mais qui montre que aussi, par rapport aux victimes, la rapidité, sans doute, il faut de l'efficacité, mais la rapidité en elle-même n'est pas forcément le critère numéro un. Donc voilà, c'est un peu... Et moi, je crois que, bien sûr, on a changé, l'époque a changé, l'époque est soucieuse des victimes, et c'est une bonne chose, mais il faut aussi leur laisser la place, une vraie place. Pas s'en servir pour... Mais dans les victimes, tu as aussi la réparation financière. Bien sûr. Si tu as des vols et des choses comme ça, tu as aussi la réparation financière. Oui, mais la réparation financière demande du temps. C'est-à-dire, il faut établir le préjudice. Il faut obtenir des factures, etc. Si tu juges les gens tout de suite, la victime, sa réparation, elle va être plus tard. Peut-être qu'elle arrivera aussi, mais elle ne fait pas partie du jugement maintenant. Tu vois, c'est un peu... c'est compliqué. On peut pas... La réparation ne fait pas partie du jugement. C'est dommage. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre un peu et avoir aussi l'évaluation du préjudice, etc. dans l'affaire? J'en sais rien. Ça me dépasse un peu du point de vue légal aussi. Mais il faut faire attention que les victimes, il est important que des affaires soient traitées, mais quand on traite les affaires juste pour pouvoir dire qu'on les a traitées et qu'on passe à autre chose, c'est pas sûr que ce soit bon pour les victimes. Voilà, c'est un peu le double... Voilà. Donc il y avait Stéphanie et ensuite... Très rapidement, oui, on voit bien dans ce que tu nous as décrit l'aspect de l'arrivée de formes de management qui s'imposent,
qui mène à la recherche d'indicateurs pertinents, le fait que les indicateurs chiffrés sont évidemment les plus faciles à trouver. Enfin, ça a été étudié par ailleurs. Bien sûr. Voilà, et que donc le temps devient aussi un outil simple à mesurer et a un impact un peu plus fort de ce côté-là. Ce qui mène à des formes de barémisation, voire à une tentation vers des formes d'automatisation de la décision. Bon, quand même, ça, à l'heure actuelle, c'est encore interdit par la loi de 78. Le fait d'adopter une décision qui produit des effets de droit sur la seule base de traitement automatisé, c'est interdit par la loi. Et je pense que ça va l'être encore, il faut que je vérifie dans le règlement de 2016 qui va s'appliquer à partir de mai prochain. Mais je pense qu'au niveau européen, on n'est pas revenu sur cette décision. Donc, en l'état, ça ne peut pas avoir autrement que de manière indirecte un effet sur la prise de décision. Ce qui m'étonne en t'écoutant, c'est que autant la CNIL est très régulièrement saisie de cette problématique de la prise de décision produisant des effets de droit à partir de traitements automatisés de données, dans l'hypothèse particulière, par exemple, du traitement de CV pour l'embauche dans les entreprises. Et très régulièrement, la CNIL réaffirme une doctrine très forte sur non, vous ne pouvez pas sélectionner les candidats potentiels sur la base d'un traitement automatisé. Autant, j'ai pas vu passer, alors il faudrait peut-être creuser cette question-là, mais j'ai pas vu passer beaucoup de positions de la CNIL ou même de saisines de la CNIL sur des cas limites, alors même qu'on peut penser que effectivement les avocats pourraient s'en saisir, quitte à tirer un tout petit peu le fil de la décision automatisée et à aller dénoncer des choses qui... voilà, mais ils pourraient utiliser cet outil-là parce que c'est une affirmation quand même très forte, sociale, qu'on a faite en France en 78, mais qui est maintenant, depuis la directive de 95 au moins, valable partout en Europe. Le fait qu'on ne peut pas remplacer la subjectivité par toujours des indicateurs objectifs et par du traitement automatisé, c'est une affirmation sociale qui est très forte et qui devrait trouver à s'appliquer, me semble-t-il, dans le domaine de la justice, peut-être avant même d'autres secteurs. C'est agréable d'entendre ça. Mais je sais pas comment tu vois, dans le livre, il y a les barèmes qui sont affichés dans un tribunal et avec qu'est-ce qu'on fait pour le vol à l'étalage, qu'est-ce qu'on fait pour la circulation routière, en cas de réitération. Enfin, ils essayent de modéliser, mais d'une façon assez rudimentaire, les situations qui se présentent. Et alors, est-ce que ça tombe sous le coup de... Est-ce que c'est une... Ce qui est clair, c'est... Alors, ils disent, mais c'est très utile parce que... Bon, d'abord parce que ça permet de traiter vite un certain nombre de situations, puis parce que ça assure l'homogénéité de décision. Donc, mais bon, alors, qu'est-ce qu'il en est de ça par rapport à l'idée, effectivement, qu'on a? Mais moi, je ne savais pas que c'était à ce point important en droit, d'une nécessaire appréciation singulière, au fond, de chaque situation. Et j'imagine dans les différentes étapes. Alors peut-être que le parquet a le droit de faire ça, mais pas le juge. Ok. Et qu'est-ce qui se passe avec le... Et c'est pour ça aussi que la question du big data et de cette justice prédictive paraît un peu étrange aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas comment est-ce qu'on pourrait dire que dans le futur, on va appliquer à tout le monde une sorte de décision automatique en fonction. C'est quelque chose qui me paraît mystérieux. En l'état du droit, c'est pas envisageable, mais c'est une tentation qui est là et le droit peut évoluer. Ça, y a... On pense notamment à l'évolution dans le monde médical. Tu as les diagnostics. Donc, peut-être. Ce qu'on constate objectivement quand même, c'est que sur cet effet d'accélération, c'est qu'il est quand même aussi producteur d'assez fortes inégalités. Quand bien même on met en place des barèmes pour gagner du temps, typiquement la comparution immédiate, c'est un producteur d'inégalités très fortes. Tu sais, c'est ce qu'on conseille toujours dans les milieux militants un peu radicaux, refuser la comparution immédiate parce que vous allez être jugé beaucoup plus sévèrement que si vous étiez jugé dans plus longtemps. Et finalement, ces effets d'inégalité, c'est d'ailleurs cette rupture avec quand même la grande mission de service public, l'égalité de traitement. Vous l'abordez aussi dans l'ouvrage, l'effet d'accélération sur l'égalité de traitement par la justice. Pas dans le sens où tu dis ça, parce que c'est difficile. Disons,
les tentatives pour évaluer ce qu'il en est de la production judiciaire sont toujours très difficiles à réaliser. On peut voir sur certaines infractions ou sur certaines actions policières, mais arriver à démontrer ce que tu dis là, c'est difficile. Il y a la vieille tentative de Nicolas Herpin, le livre qui date des années 70, s'appelle « Deux poids, deux mesures », mais qui est un peu un demi-échec, parce que c'est compliqué en réalité de démontrer qu'il y a cette inégalité de traitement. C'est vraiment difficile. Et le tout dernier point moi, qui me surprend dans ce que tu dis, c'est que finalement donc, tu démontres, si j'ai bien compris, qu'on a moins de débats avec l'accélération, ce qui paraît assez logique. Dès lors qu'on contraint le temps, il y a moins de débats. Et inversement, du côté juridique, on n'a jamais autant affirmé le droit à un procès équitable, issu de la Convention européenne des droits de l'homme. Et l'une des composantes majeures du droit à un procès équitable, c'est précisément le fait qu'il faut du débat, du contradictoire, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, pour le juge que je connais beaucoup mieux, le juge administratif, on a introduit des procédures contradictoires qui sont censées, à la fois dans un phénomène général de contrainte du temps, qui sont censés quand même permettre beaucoup plus d'échanges que ce que l'on permettait historiquement. Donc on a une espèce de hiatus total entre on réduit le débat et on l'affirme de plus en plus formellement, juridiquement. Et... Oui, c'est comme si parmi les critères du bon procès, le critère de la durée raisonnable devenait un critère essentiel et le critère du débat serait moins visible, moins apparent. On a ces grands tribunaux dans lesquels, encore une fois dans les affaires familiales, parce que c'est là qu'on a travaillé le plus, on voit que le juge dit à l'avocat, maître, ici on ne plaide pas. Ici on ne plaide pas, c'est la coutume, enfin c'est l'usage du tribunal, on ne plaide pas. Donc rendez vos observations écrites, c'est tout. Alors que c'est des affaires, pas là pour des affaires où il y a des choses à décider, quoi. Donc là encore, c'est une façon aussi de réduire quand même le débat. C'est un enjeu très, très important, cette question de la délibération. D'ailleurs, c'est prolongé, je pense que c'est très significatif qu'il va sortir une revue critique sur la justice, qui va être éditée par La Découverte. Le titre de la revue, c'est Délibéré. Bon, on va passer la parole à Claire de Galambert sur son ouvrage De la religion en prison. On va basculer sur toute autre chose. On va passer de la case justice à la case prison.